1939 éclata un conflit qui devait entraîner presque toutes les nations dans sa lutte formidable. Les armées prirent leur position. Les pièces d'artillerie furent mises en place et les adversaires se dressèrent face à face, prêts au combat et plus puissamment armés que cela ne fut jamais le cas. Les actions du Comité international de la Croix-Rouge pendant la Deuxième Guerre mondiale seront déclinées en 2 épisodes. Ce premier volet est consacré à la mission principale du comité pendant ce conflit, soit l'assistance aux prisonniers de guerre. Le deuxième volet traitera de l'horreur subie par les populations civiles de la Shoah au bombardement massif de grandes villes. Contrairement à la Première Guerre mondiale, le CICR dispose dans ce conflit d'une base légale pour agir en faveur des prisonniers de guerre. Il s'agit de la 3e Convention de Genève de 1929. Et dès septembre 1939, le CICR a déjà fort à faire. 400 000 soldats polonais sont capturés par la Wehrmacht. La campagne de 1940 fera, elle, 2 millions de prisonniers de guerre. L'action du Comité international de la Croix-Rouge pendant la Deuxième Guerre mondiale va prendre un développement infiniment plus grand que pendant la Première. Et ça ressort de certains chiffres, d'éléments que l'on peut comparer. Si l'on pense aux fichiers de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, à la fin de la Première Guerre mondiale, ces fichiers comportaient environ 8 millions de fiches avec des renseignements sur à peu près 2 millions de prisonniers, puisque souvent le même prisonnier pouvait faire l'objet de plusieurs fiches. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les fichiers de l'agence, c'est plus que 40 millions de fiches, et c'est des renseignements sur plus que 8 millions de prisonniers. Donc on voit une augmentation du nombre de cas traités par l'agence, ce qui implique évidemment d'avoir plus de personnel, plus de machines à écrire, plus de locaux et tout. Et le travail de l'agence prendra un énorme développement, tout cela pour permettre aux prisonniers et aux familles de reprendre la communication, de s'échanger des nouvelles. Si l'on pense aux visites effectuées, alors l'écart est encore beaucoup plus grand. Lors de la Première Guerre mondiale, si mon souvenir est exact, les délégués du CICR ont effectué au total environ 500 visites de lieux de détention. Lors de la deuxième, 11 000. Donc le changement d'échelle là est encore beaucoup plus frappant puisqu'il est de l'ordre de 1 à 20. L'accueil rencontré par la mission, nous dit son chef, fut parfois émouvant. Au milieu de toutes les cruautés de l'heure, c'est un réconfort de penser que la Croix-Rouge, née sur sol helvétique, et son comité international, gardien des conventions de Genève, rencontrent des 2 côtés de la barricade le respect de tant de cœurs déchirés et de tant d'âmes angoissées. Très vite, l'un des problèmes dominants n'est pas simplement le risque de mauvais traitement, mais beaucoup plus les pénuries qui existent en Allemagne, dans l'Europe occupée, et dont les prisonniers les prisonniers de guerre, subir le contre-coup. Donc le CICR va développer de plus en plus son action en faveur de ces prisonniers protégés par la Convention de Genève, qu'il considérera toujours comme sa tâche prioritaire. C'est dans ce domaine-là que les États nous ont donné un mandat, c'est là qu'on nous attend. À travers l'enregistrement, ou disons les cartes de capture, les nouvelles familiales, les visites des délégués et une action de secours considérable, une part croissante du ravitaillement des prisonniers de guerre sera assurée à travers les transports du CICR, à travers des colis préparés aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, et qui doivent être acheminés en dérogation du blocus. Les dérogations n'étant autorisées que vis-à-vis des camps où les délégués peuvent se rendre avec la possibilité de s'entretenir sans témoin avec des captifs, puis c'est finalement l'entretien sans témoin qui donne aux puissances alliées la garantie que ces secours ont bien été distribués dans les camps de prisonniers, ne sont pas détournés pour ravitailler les soldats allemands. Pendant toute la guerre, le CICR parviendra à distribuer 430 000 tonnes de secours aux prisonniers de guerre, soit environ 90 millions de colis individuels. À une époque de grande pénurie, on peut parfaitement imaginer l'importance de tels secours pour les prisonniers. Mais en 1942, survient une crise qui met en danger le dispositif d'aide du CICR aux prisonniers de guerre. Il s'agit de l'affaire dite des menottes. Le 19 août 1942, les Britanniques et les Canadiens effectuent un raid sur Dieppe, en Normandie.
L'objectif de cette opération d'envergure était de soulager les soviétiques sur le front de l'Est, mais aussi de tester l'opportunité d'un débarquement allié. L'opération est un échec absolu. Les Allemands découvrent alors, sur un officier canadien, un ordre. Cet ordre, passer les menottes aux soldats allemands capturés. Hitler s'indigne, voit dans cet ordre une violation de la Convention de Genève. Je ne sais pas si véritablement des menottes avaient été passées au poignet de soldats allemands ou si c'était simplement une intention reflétée dans un ordre écrit. Mais peu importe, Hitler ordonne de passer les menottes à 1000 soldats ou officiers britanniques et canadiens détenus en Allemagne. Le Royaume-Uni réagit à cela en disant c'est une violation de la Convention de 1929 et nous allons, si l'Allemagne ne renonce pas à ce menottage, nous allons nous aussi passer les menottes à 1 millier de prisonniers de guerre allemands au Royaume-Uni. Bien sûr, au regard de ce qui s'est passé par ailleurs, si l'on sait qu'à la même époque, à Auschwitz-Birkenau, 1000 personnes étaient mises à mort chaque jour, on peut dire que cette affaire des menottes est relativement secondaire, triviale. Pourquoi y attacher de l'importance aujourd'hui? En vérité, les contemporains, du moins le CICR et également la Suisse, puissance protectrice des soldats britanniques en Allemagne, respectivement des soldats allemands au Royaume-Uni, ont vu dans cette crise et le recours aux représailles, une nouvelle fois, le signe avant-coureur d'une dénonciation de la Convention de Genève par l'Allemagne. Il y avait le sentiment que dans tous les domaines, plus la guerre durait, plus on prenait des mesures de contrainte, de violence qui entraînaient des souffrances épouvantables pour les combattants et pour les populations civiles, que ce soit les bombardements, le resserrement du blocus, les déportations bien sûr, et que finalement il n'y avait qu'un domaine où il y avait un certain îlot de respect du droit qui fixait une limite au débordement d'une violence sans fin, et c'était la Convention de Genève. Donc on avait le sentiment que l'abandon de la Convention de Genève, la dénonciation de la Convention de Genève, que cette crise des menottes préfigurait, ferait tomber ce dernier rempart, cette dernière barrière vers une violence illimitée. D'où la grande importance que le CICR et la Suisse vont attacher à une négociation diplomatique en vue de résoudre cette crise. Et grosso modo, ce sera une année de négociation. C'est uniquement l'automne 1943 que finalement, de part et d'autre, on décidera de renoncer à passer les menottes à ces prisonniers de guerre. L'action du CICR auprès des millions de prisonniers alliés est donc sauvée. Mais l'affaire des menottes n'est pas la seule source d'inquiétude pour le comité concernant le sort des prisonniers de guerre. L'URSS et le Japon n'ont pas signé la Convention de 1929. L'institution voit donc son action limitée sur les fronts de l'Est et de l'Extrême-Orient. L'institution se battra pour que ces deux pays revoient leur position. Là encore, le sort de millions de prisonniers de guerre en dépend. L'Union soviétique n'a pas accédé à la Convention de 1929 et refusera tout au long de la guerre d'entrer en matière sur cette convention. Non seulement vis-à-vis des démarches faites par le CICR, mais également des démarches faites notamment par le président Roosevelt, qui prend l'initiative de demander au gouvernement soviétique, lors d'une visite de Molotov, de ratifier la Convention de Genève, ce que le gouvernement soviétique refuse. Donc l'Allemagne, évidemment, prend prétexte du fait que l'Union soviétique n'est pas partie à la Convention de 1929 pour refuser toute protection aux prisonniers de guerre soviétiques, et l'on estime que sur environ 5 millions de prisonniers capturés lors de la Deuxième Guerre mondiale, je parle des soviétiques, environ 3 millions meurent de faim, de froid, de manque de soins, de manque de nourriture, surtout pendant les 2 premières années de la guerre. Donc un désastre gigantesque. Le CICR n'aura pas jamais accès à l'Union soviétique tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, donc aucune possibilité non plus de venir en aide aux soldats allemands, italiens, roumains, finlandais, capturés par l'armée soviétique. Et là aussi, les pertes seront considérables, on doit bien l'admettre.
le Japon n'a pas non plus adhéré à la Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre. Le CICR entreprendra des démarches auprès du gouvernement japonais pour l'engager à accéder à cette convention, mais le Japon ne le fera pas. Le Japon se contentera d'une notification disant « Nous sommes prêts, mutatis mutandis, à appliquer la Convention de Genève dans la mesure où elle correspond aux besoins de l'Extrême-Orient ». Et en vérité, le CICR va se trouver confronté à d'énormes difficultés dans toute son action en Extrême-Orient. Bon, il y a plusieurs facteurs, il y a les distances géographiques, les difficultés d'accès, les difficultés de transport à travers le Pacifique, mais fondamentalement, d'abord en raison d'une très grande incompréhension de la part des autorités japonaises vis-à-vis du message humanitaire du CICR. Alors là, il faudrait connaître la culture japonaise infiniment mieux que je ne la connais, mais ma compréhension, c'est que dans la culture japonaise, en vérité, être prisonnier de guerre, c'est épouvantable, c'est une forme de trahison. On ne se laisse pas capturer. Si on part à la guerre, on en revient vainqueur, on n'en revient pas. Donc, cette attitude du soldat japonais induisait évidemment aussi une attitude extrêmement négative vis-à-vis d'ennemis qui s'étaient laissés capturer. Donc, je dirais, même dans le domaine de la protection des prisonniers de guerre, il y a eu, oui, je crois qu'on peut le dire, des miracles s'agissant des prisonniers alliés occidentaux en main allemande, respectivement des prisonniers allemands aux mains des alliés occidentaux, et un échec s'agissant des prisonniers soviétiques, des prisonniers allemands en main soviétique, et je dirais en tout cas un demi-échec s'agissant des prisonniers alliés en main japonaise.